Salut à toi, cher entrepreneur, peut-être futur entrepreneur auteur. J'espère que tu vas bien. J'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Reste avec moi quelques secondes. En effet, il y a quelques semaines, le 28 et le 29 mai 2021, j'ai eu le grand plaisir d'animer le sommet en ligne vendreplusdelivres.com. C'est un sommet qui a rassemblé plus de 300 participants. Il y a eu plus de 1000 commentaires et 10 heures de live. Et je tiens avant tout à remercier les co-organisateurs de cet événement et tous les invités sans qui cela n'aurait pas été possible. D'ailleurs, l'initiative a été lancée par Ethan, Séverin et Dimitri, que je remercie. Je mets les liens vers leur site dans la description. Et grâce à eux, on a pu créer cet événement de folie. Même Chuck Norris et Pascal le grand frère nous ont fait un témoignage vidéo. C'est à mourir de rire, il faut aller voir ça dans le groupe que tu peux rejoindre en regardant dans la description de la vidéo. La bonne nouvelle, c'est que pendant tout le mois de juillet et le mois d'août, tu vas pouvoir obtenir, à partir d'aujourd'hui, chaque vendredi, une interview tirée de ce sommet vendreplusdelivres.com. Tu vas pouvoir rencontrer des auteurs et aussi des experts en publicité sur Amazon par exemple, pour justement toi aussi pouvoir écrire, publier, promouvoir et vendre plus de livres. Et même si la finalité de la stratégie publiée pour impacter.com, c'est plus de t'amener à faire de l'argent après le livre, là tu vas avoir des techniques pour déjà générer des revenus en vendant ton propre livre. Avec des techniques d'écriture, des techniques de publication, bref, il y a la totale dans cette série d'interviews. Si cela fait sens pour toi, donc abonne-toi maintenant parce que chaque vendredi de cette fin juillet et de tout le mois d'août, tu vas avoir une interview par semaine. Et on continuera avec d'autres interviews par la suite. Bref, si tu es abonné, tu seras notifié. Prends des notes, choisis une action que tu vas retrouver dans ces interviews et surtout passe à l'action car sans action, pas de résultat. Je te souhaite une agréable écoute avec cette interview du jour. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres et rappelle-toi que tu as un message à faire passer et que d'autres ont besoin de t'entendre ou de te lire. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Bienvenue dans la suite de cette série d'interviews pour l'événement Vendre plus de livres en auto-édition, communication et marketing pour auteurs auto-édités. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir maintenant euh, Astrid Sterrin. Bonjour Astrid. Bonjour David, Comment vas-tu? ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation à Ethan, Séverin, Dimitri et moi pour justement partager un peu plus partager ton parcours et nous partager 3 pépites qui ont pu t'aider justement dans ce parcours d'auteur. Alors avant justement de rentrer dans ces 3 pépites, est-ce que tu pourrais te présenter aux personnes qui te découvrent dans cette interview? Oui, bien sûr. Alors du coup, donc, je m'appelle Astrid Sterrin, j'ai 31 ans, je vis à Paris et aujourd'hui je suis romancière et consultante en écriture de fiction. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Depuis un peu plus de 6 mois, je suis devenue indépendante et je me suis lancée dans l'accompagnement d'auteurs, principalement de fiction et de romans. Donc que ce soit à travers de l'accompagnement individuel, de groupe, en direct ou à travers des formations. Et j'écris aussi moi-même des romans, principalement dans le genre de la fantasy. Mon premier roman a été publié il y a 2 ans. Et je suis en train de travailler sur d'autres textes. Excellent. Et justement, ce premier roman qui a été publié il y a 2 ans, ça t'a permis d'acquérir une certaine expérience. Et aujourd'hui, du coup, tu accompagnes d'autres personnes à pouvoir écrire et publier leurs livres. Qu'est-ce qui t'a Exactement. donné envie d'écrire à la base? Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture? Bonjour Richard. En fait, j'écris depuis très longtemps, depuis une quinzaine d'années. Et au départ, j'avais commencé en écrivant notamment des fanfictions sur Harry Potter et le Seigneur des Anneaux, parce que j'en étais et je suis toujours super fan de ces univers. Et donc, j'avais envie de continuer à les explorer en inventant mes propres histoires. Je trouvais ça super. Et du coup, je m'étais aussi mise à commencer à avoir des idées pour mes propres romans.
Et du coup, voilà, j'avais toujours eu cette envie d'écrire, de raconter des histoires. Mais il s'est passé pas mal de temps entre le moment où j'ai commencé à écrire et celui où j'ai commencé à prendre conscience qu'en fait, il pouvait y avoir des techniques et des méthodes derrière tout ça. C'était pas juste à l'instant. Effectivement, et justement, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, en tout cas dans les trois pépites que tu auras envie de nous partager, puisque c'est l'objectif aujourd'hui, c'est d'apporter de la valeur aux personnes qui nous écoutent. Quelle est la première pépite que tu as envie de partager, le premier conseil que tu auras envie de partager à des personnes qui ont envie aujourd'hui d'écrire, qui le font peut-être déjà et qui veulent être peut-être plus efficaces ou autres? Ben, le premier conseil que j'ai envie de partager, c'est que en fait, écrire une bonne histoire, ça s'apprend, ça peut s'apprendre. Et c'est pas parce que on s'appuie sur des structures et des techniques qu'on va forcément écrire la même histoire que tout le monde. En fait, ce premier conseil, il me touche particulièrement parce que, comme je disais, j'ai écrit pendant très longtemps avant de commencer, donc il y a à peu près 4 ans, à prendre conscience de l'existence du monde, des conseils d'écriture, etc. Et ma première réaction quand j'ai découvert ça, c'était vraiment une grosse réticence. D'une part par orgueil, parce que je me disais, mais moi j'écris depuis longtemps, qui sont ces gens qui prétendent m'apprendre à écrire, je sais déjà écrire, je n'ai pas besoin qu'on m'apprenne, blablabla. Vraiment, je trouvais ça euh, très étrange. Les gens qui lisaient mes fanfictions sur Internet me faisaient des compliments, donc j'étais convaincue d'être un génie littéraire. Euh, et en fait, je ne me rendais pas du tout compte de ce qui me manquait, de ce qui manquait à mes histoires pour devenir encore mieux. Je n'avais pas conscience d'à quel point j'aurais pu les améliorer. Et en fait, j'avais aussi, donc autant les fanfictions, j'en écrivais à la chaîne, autant j'avais un projet de trilogie de fantasy sur lequel je travaillais depuis 10 ans. Et j'arrivais pas, et je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à dépasser le stade de je prends des notes sur mon histoire et vraiment à l'écrire. En fait, c'est juste que j'avais pas d'histoire, mais je m'en rendais pas compte. Donc, d'abord cette réaction d'orgueil, et ensuite, c'était une réaction de peur, parce que je me disais, mais c'est au secours, si je me mets à suivre une structure la même que tout le monde, bah, je vais écrire des histoires super convenues, super clichés, je vais devoir entrer dans un cadre. J'ai l'impression que j'allais vraiment être tombée dans un piège terrible. Et j'avais très peur que mes histoires soient pas assez originales. À chaque fois que j'avais des idées qui me venaient pour ce fameux roman, je m'auto-censurais beaucoup en me disant non, mais ça rappelle trop Star Wars, ça rappelle trop les romans de Robin Hood, etc. Donc je me mettais beaucoup de limites à ce niveau-là. Et en fait, il m'a fallu du temps pour me rendre compte que ces réactions, elles n'étaient pas justifiées et que, en fait, j'avais beaucoup à apprendre sur le sujet, que j'avais de larges marges de progression pour apprendre à écrire des histoires qui soient vraiment captivantes pour les lecteurs et qui donnent envie d'être lus jusqu'au bout, qui ait un fil conducteur, qui ait des enjeux, qui crée des émotions et tout ça. Et que c'était pas du tout parce que je m'appuyais sur des structures classiques que j'allais écrire des histoires super convenues, parce qu'en fait, toutes les histoires les plus célèbres et que tout le monde connaît, elles peuvent être super différentes les unes des autres, mais elles s'appuient toujours sur ces structures, sur les 3 actes, sur l'enchaînement d'événements avec une situation initiale, un événement perturbateur, un point pivot, un climax et un dénouement. On va retrouver ça aussi bien dans Roméo et Juliette que dans Orgueil et Préjugés ou dans Le Seigneur des Anneaux. Et ça ne raconte pas tout à fait la même chose, mais le squelette est le même. Et c'est ça que j'ai fini par comprendre. Et c'est d'ailleurs important que les lecteurs puissent se retrouver et se raccrocher à des choses qu'ils connaissent, parce que sinon Complètement. on se perd et on ne sait pas trop justement où l'auteur veut en venir, et du coup Ouais, l'histoire est pas spécialement bien appréciée et bien vécue. Euh, exactement. et en plus, personnellement, je trouve que la contrainte favorise la créativité,
Et du coup, ben, effectivement, avoir des outils ou parfois des méthodes ou des structures qui nous obligent un peu à respecter une certaine structure, ben, nous invite à être créatifs. Super. Je suis d'accord. Et justement, par rapport à ce point qui est d'utiliser des outils, euh, des structures, quelle serait peut-être la chose que tu auras envie de partager par rapport à ça? Donc peut-être l'outil qui, toi, peut-être t'a permis de faire un bond énorme en avant dans l'écriture de tes romans, ou une structure, une méthode. Est-ce que tu as Euh, quelque chose qui a fait Moi, la différence pour toi? oui, je dirais que c'est vraiment l'idée d'avoir un fil rouge qui tienne l'histoire de bout en bout, que ce soit pas juste des événements qui arrivent à un personnage où il lui arrive ci, ensuite il lui arrive ça, et ensuite il lui arrive ça, mais au contraire, c'est le personnage qui conduit l'intrigue parce que il veut quelque chose et toute l'histoire est centrée autour de cet objectif du personnage et de toutes les épreuves qu'il va rencontrer qui l'empêchent de l'atteindre au début. Et en fait, c'est cette façon de voir les choses qui m'a vraiment éclairci l'esprit sur le sujet. En fait, c'est cette façon de concevoir que une histoire, c'est pas juste une série de péripéties sans queue ni tête, mais il y a une tension qui vient du fait que un personnage veut quelque chose, il n'arrive pas encore à l'atteindre et il va faire plein d'efforts pour cet objectif. C'est ça. Donc, c'est vraiment, même si on met des péripéties dans le manuscrit, il faut que les péripéties, enfin, qu'on garde à l'esprit en tous les cas la quête, l'objectif du Ouais. personnage pour justement bien avoir ce fil rouge qui va amener Mm. le lecteur du début à la fin du manuscrit ou de la série de manuscrits parce qu'on C'est peut ça. écrire Et plusieurs c'est le livres. protagoniste qui conduit l'intrigue, en fait. Si lui, il n'avait pas d'objectif à la base, il n'y aurait pas d'histoire. Ok. C'est pas juste, il s'est retrouvé dans le pétrin et c'est pas nouvelle pour lui, non. C'est lui qui s'y est mis quand même à la base. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que j'ai l'occasion de faire de l'improvisation théâtrale et il y a un exercice qui est justement que l'objectif doit quand même être important pour le personnage. C'est pas juste Mm. aller au marché chercher des pommes, c'est C'est ça. plutôt faire voilà, quelque chose de beaucoup plus important à ses yeux en tous les cas. Et il Oui. faut qu'il y ait quand même un certain enjeu par rapport à Mm. cette quête. Super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce premier point ou on passe à la deuxième pépite? Euh, non, bah, en fait, juste pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, le fait que bah, parfois des lecteurs sont très contents de retrouver des choses familières en fait dans les histoires. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut vraiment bah, soulager les auteurs qui sont très inquiets à l'idée de ne pas être assez originaux. Bah, c'est que, par exemple, je veux dire, oh là là, j'aimerais bien écrire de la fantasy, mais on va encore me dire que, enfin voilà, j'ai envie d'écrire une histoire avec des dragons, mais c'est vraiment trop commun en fantasy, tout le monde met des dragons. Ben oui, mais les lecteurs de fantasy, ils viennent là pour des dragons. Enfin, pas que, mais un lecteur qui est fan de fantasy sera jamais particulièrement déçu de voir des dragons. On est là un peu Oui, pour oui, ça. tout à fait. C'est clair que quand tu achètes un policier ou un thriller, tu t'attends à certaines choses, à une enquête, à un meurtre, à des Exactement. choses comme ça. Ouais. Il y a des attentes qui sont liées au genre littéraire alors bien sûr, il y aura plein de lecteurs qui ont eu des tonnes de livres de fantasy et qui aimeraient bien avoir un truc un peu nouveau, un peu rafraîchissant, mais il y aura quand même une grande majorité qui sera tout à fait content de retrouver des codes, des marqueurs, et donc faut pas avoir peur de profiter de ça aussi. Yes. Ben écoute, je te propose de passer au deuxième point, au deuxième conseil que tu avais envie de partager aujourd'hui. Oui. Quel est-il du coup? Alors mon deuxième conseil, c'est que parfois, quand on écrit et qu'on débute notamment, on pense qu'on a des difficultés qui sont liées au style, alors qu'en fait, le fond du problème, il est plus dans la structure de l'histoire et la construction des personnages. Euh, Ça m'est devenu évident en début d'année, quand je travaillais à créer ma première formation, que j'ai consacrée au travail du style. Et du coup, bah, quand j'étais un peu en train de chercher l'angle que j'allais donner à cette formation, j'ai posé la question sur Instagram du coup, c'est quoi, enfin, aux auteurs qui me suivent, je demandais, bah, du coup, c'est quoi vos problèmes en termes de style? Et bon, il y a des choses qui sont ressorties au sujet des descriptions, des dialogues, tout ça, c'était très intéressant.
Mais il y avait aussi des personnes qui ressortaient des choses comme moi, mon problème, c'est que l'histoire au plein milieu, elle tient plus la route, ça devient mou, je galère à écrire des scènes de transition, etc. Et en fait, j'ai discuté avec cette personne, on a un petit peu creusé le sujet, et elles se sont rendues compte que c'était pas un problème de style, c'était un problème de construction d'histoire. Et ça, comme comme souvent, on n'a pas forcément l'intuition que écrire une histoire, ça s'apprend, ou que la construction d'une histoire, c'est quelque chose qui peut s'appuyer sur des règles et des méthodes. Et la première conclusion qu'on tire quand on a un problème en rédigeant son texte, c'est qu'on a un problème de style, qu'on n'arrive pas à mettre le bon rythme, qu'on n'arrive pas à mettre assez de tension dans la scène. Mais en fait, si dans la construction qui sous-tend cette scène et cette partie du roman, on n'est pas assez, justement, on perd de vue l'objectif, ou les obstacles qui empêchent de l'atteindre ne sont pas assez élevés, du coup, c'est sûr que la tension, elle retombe, les enjeux sont plus là. Donc ça, c'était un point que j'avais trouvé très intéressant à étudier, et dont il n'est pas forcément facile de prendre conscience. Mais c'est vrai que voilà, parfois, on se dit, j'ai un problème, c'est une question de style, et donc C'est une question ce de qui, rédaction. ce qui ressort Mais en dans ce fait, que c'est tu une dis, question de construction. ouais, c'est ça. En fait, la structure, ce sont les fondations. Et si les fondations ne sont pas solides, ben, il y a un moment Ouais. donné, on a beau essayer de faire une belle déco dans la maison, ou que sais-je, ben, voilà, le problème n'est pas la Mm-mm. déco dans la maison, le problème, ce sont les fondations. Tout Et à du coup, fait. c'est... Ok. Et il y a aussi un aspect où ça me fait rire. Je le faisais moi-même beaucoup avant, et ça me fait rire maintenant quand je vois des auteurs se plaindre de ça aujourd'hui. C'est quand on parle de oh là là, je dois écrire une scène de transition, je m'ennuie un peu, il se passe pas grand-chose. Et j'ai envie de dire, mais si toi tu t'ennuies, pour le lecteur, ce sera encore pire. Toi encore, c'est ton histoire, tu l'aimes de bout en bout, mais le lecteur, si toi tu t'ennuies, il va absolument rien trouver d'intéressant. Donc pourquoi est-ce que tu t'obliges à écrire une scène de transition où par exemple, disons, les personnages voyagent d'un point A à un point B et il ne se passe pas grand-chose? Ne l'écris pas et juste commence à la scène suivante à ils arrivèrent au point B. C'est ça. Euh, mais voilà, si tu sens qu'il y a une scène qui n'apporte rien à l'intrigue, n'apporte pas de nouvel obstacle, de nouvel enjeu, etc., peut-être qu'elle n'a pas de raison d'être dans l'histoire et qu'il ne faut pas se forcer à l'écrire. Yes. Et justement, toi, dans ta manière d'écrire l'histoire, est-ce que tu le fais de manière chronologique, ou bien ça t'arrive d'aller d'un chapitre à l'autre, de peut-être commencer un morceau du début, puis d'aller à la fin? Je sais qu'il y a plusieurs Ouais, écoles, ou plusieurs, on va dire plusieurs... voilà, chacun son style, chacun sa méthode, donc ce serait intéressant effectivement. peut-être... Non, moi, je suis très, très linéaire. Non seulement j'écris mon histoire dans l'ordre où elle va être lue, mais en plus, c'est vrai que j'ai pas, en tout cas pour l'instant, j'ai pas trop cette expérience-là. Mais je fais des intrigues qui sont tout à fait dans l'ordre chronologique. Je ne mets pas vraiment de flashback, de saut dans le temps, etc. J'ai tendance à faire simple. Très bien. Et ça plaît au lecteur, c'est le principal aussi. Toi, tu t'amuses, Oui, et et ça, c'est puis, une chose qui est mais ressortie c'est aussi. vrai que je ne me suis pas spécialement posé la question au départ de si j'allais, pourquoi je choisis de faire comme ci ou comme ça. En l'occurrence, j'ai pas, l'héroïne de mon roman en cours n'est pas spécialement hantée par ces démons du passé, donc il n'y a pas spécialement d'intérêt à aller explorer des flashbacks. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que, par ailleurs, je trouve très intéressant, que j'aimerais bien éventuellement explorer dans des futures histoires. Mais jusqu'à présent, j'ai plutôt fait les choses de façon linéaire. Yes. Ok. Merci pour ce partage. Je vous prie. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce deuxième point, ou alors on passe au point 3? Non, moi, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Très bien. Ben, écoute, je te propose de nous partager cette troisième pépite, ce troisième conseil que tu as envie de partager avec nous. Oui. Ce troisième conseil, c'est que quand on écrit, une chose qu'on oublie trop souvent, c'est que le lecteur n'est pas dans notre tête. Et que du coup, la première chose qu'il faut rechercher, c'est d'être clair. Ça, je m'en rends compte dans les... alors, c'est des retours que mes propres bêta-lecteurs m'ont fait. Et c'est ce que je vois aussi quand j'analyse les textes d'auteurs que j'accompagne, c'est que
souvent, je leur fais la remarque, mais attends, qui est-ce qui parle là? Il parle de quoi? Qu'est-ce qui se passe, etc. Et les auteurs me disent, ah oui, bah, en fait, c'était clair dans ma tête, mais c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans le texte. Et c'est vrai que bah, forcément, quand on connaît l'histoire nous-mêmes par cœur, avec tous ces tenants, aboutissants, le passé, le futur, etc., parfois on oublie de donner certaines précisions, etc. Sauf que pour le lecteur, bah, il n'est pas dans notre tête et du coup, il ne va pas comprendre. Donc, c'est vraiment important de toujours bien se penser à se mettre à la place du lecteur, essayer de prendre du recul pour voir si ce qu'on dit est vraiment clair et pas hésiter. Ça, de toute façon, c'est absolument nécessaire, mais à faire appel à des relecteurs, à des bêta-lecteurs, à des personnes extérieures pour relire son texte et s'assurer que, voilà, que quelqu'un qui n'est pas dans notre tête va comprendre ce qui se passe. Ouais, c'est ça, c'est vraiment cette notion de... Nous, on a tous les éléments de l'histoire, Ouais. donc à la rigueur, on oublie peut-être un détail qui est super important, on l'a dans la tête, et du coup, on se dit, bah voilà, les gens vont comprendre, alors qu'en fait, on ne l'a pas noté, et du coup, c'est incompréhensible, ou en tout cas, c'est compliqué à, à comprendre. Et ça, donc, les bêta-lecteurs t'aident beaucoup par rapport à ça. Oui, parce que bah, forcément, ils vont pouvoir dire attends, là, j'ai pas compris de quoi tu parlais, euh, ou parfois aussi, on peut aller trop vite à la conclusion ou pas assez détailler ce que pense un personnage avant de montrer sa réaction. Et donc, pour le lecteur, ça peut être un peu, ça peut apporter de la confusion. Euh, Ok. et en fait, ce besoin de clarté, c'est vraiment une chose sur laquelle j'insiste parce que ça touche vraiment tous les aspects pour moi de l'écriture. C'est aussi donc c'est quelque chose qu'on va retrouver du coup dans la fameuse question des objectifs du personnage, des enjeux. Ça aussi c'est un point sur lequel c'est important d'être super clair parce que si le lecteur ne comprend pas ce que le personnage recherche et pourquoi c'est important pour lui, même si le personnage a des très bonnes raisons, bah, ça va être difficile de le comprendre et donc de s'attacher à lui, de s'intéresser à ce qu'il fait. Moi, je garde un très mauvais souvenir de ma lecture du Pistolero, le premier tome de La Tour sombre de Stephen King. Alors tout le monde m'a dit que je ne devrais pas m'arrêter au premier tome et que la suite était mieux, mais pour l'instant je bloque encore parce que je n'ai rien compris pendant tout le livre de qui était ce mec et pourquoi il cherchait à aller. Je ne savais pas vraiment où il cherchait à aller, ni qui fuyait, ni pourquoi, ni ce qui s'était passé. Et parfois, les auteurs se disent oh, je vais garder du mystère, comme ça va être hyper intriguant, etc. Mais en fait, le mystère, si le lecteur ne comprend pas ce qui se passe, c'est juste pas intéressant. C'est C'est même ça. pas que ça va créer du suspense, c'est juste qu'on ne va pas s'intéresser à ce qui arrive. Je trouve qu'il Euh, y a une bonne manière de se rendre compte de ça. C'est de regarder des séries, surtout aujourd'hui, eh ben, les séries type Netflix ou mm, autres, Disney+, etc., ben, sont construites en fait pour te tenir dès le premier épisode, tout mm, en gardant une part de mystère pour te donner un intérêt d'aller jusqu'au bout. Et il est clair que si tu commences une série et que ça met 10 épisodes à, que ça va être 10 épisodes pour que tu comprennes là où la personne veut en venir. Enfin, ouais. t'arrêtes directement la série. Ou alors c'est que voilà, c'est que apprécies ce genre de série, mais c'est quand même très particulier, quoi. Et c'est la même Mm, chose dans l'écriture, du coup. exactement. C'est vraiment la distinction à faire entre le mystère qui du coup est parfois un peu surestimé et le suspense qui est bah, la question qu'on va poser dès la première, dès les premières pages, qui est bah, est-ce que le héros va atteindre son objectif et comment? Et c'est ça qui doit. Je me dis toujours avec des guillemets et des précautions parce que après, voilà, chacun écrit comme il veut. Il n'y a pas une façon absolue d'écrire, mais c'est ce suspense qui est la façon la plus puissante de tenir le lecteur en haleine, en tout cas, selon moi. Yes. Et justement, tu parlais des bêta-lecteurs là tout à l'heure. Comment est-ce que tu fais, toi, pour trouver tes bêta-lecteurs? Parce que je pense que c'est une question qui peut intéresser Oui. beaucoup de monde. Donc, ce serait, voilà, ça serait intéressant que tu en parles. Alors moi, j'ai de la chance parce que j'ai pas mal d'amis que je connais depuis longtemps, depuis l'époque où j'écrivais des fanfictions et qui du coup en écrivaient aussi, qui continuent à écrire aujourd'hui. Et donc il y en a
quelques-unes de ces personnes avec qui j'avais demandé d'être mes bêta lectrices. J'avais aussi, sur le dernier roman que j'ai fait bêta lire, j'avais 8 bêta lecteurs, ce qui était beaucoup. Mais donc, du coup, j'en avais donc quelques-unes de ses amies, quelques blogueurs aussi que je suivais, parce que donc, j'avais lancé mon blog depuis quelques temps. Et il y avait pas mal de gens sur Instagram ou sur d'autres blogs, toute une petite communauté où chacun allait commenter les articles des autres. Et donc, on se connaissait un petit peu par ce biais-là. Et du coup, il y en avait à qui j'avais demandé d'être, si vous voulez bien être mes bêta lecteurs aussi. Il me semble que j'avais dû j'avais dû poser la question, proposer aussi aux gens de me contacter. Alors, c'est peut-être soit dans un article de blog, soit dans une de mes newsletters, soit sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, j'avais un peu envoyé ce message-là aussi. Et il y a une autre personne, c'était particulièrement sympa. C'est une de ces blogueuses, du coup, qui avait lu mon premier roman et qui est la seule personne à avoir osé m'en faire une critique négative. Toutes les autres personnes qui ne l'ont pas aimé ne me l'ont pas dit. Mais cette personne-là m'avait fait un retour sur... alors, ça restait exprimé très gentiment, mais sur le fait que voilà, elle s'était un peu perdue dans la structure, que, en tout cas, elle n'y avait pas retrouvé ce qu'elle cherchait. Et du coup, je lui avais demandé d'être bêta lectrice pour mon roman suivant, parce que je me disais que ses conseils étaient quand même très intéressants et que j'aurais bien aimé avoir son regard sur mon texte. Et est-ce que tu demandes un retour sur la structure, sur le style, sur les deux en même temps, ou bien je laisse les gens assez libres. En fait, c'était d'ailleurs pour ça, c'était assez rigolo d'avoir plusieurs bêta lecteurs, parce qu'ils m'ont tous fait des retours très différents. Certains allaient beaucoup dans le détail, donc aussi bien sur la structure que sur le style. Après, sur le style, c'est vrai que je leur disais de ne pas faire, par exemple, pas faire de remarques sur les fautes d'orthographe, comme ça, parce que de toute façon, c'était beaucoup de choses qui allaient être modifiées ensuite. Mais certains faisaient un commentaire général par chapitre ou au contraire allaient indiquer beaucoup plus précisément dans le texte ceci ou cela. Donc j'ai eu plein de sources de commentaires différentes. Et tout le monde, chacun avait des choses différentes à apporter, donc c'était hyper intéressant à ce point de vue-là. Excellent. Et en termes de pratico-pratique, c'était un fichier en ligne et les gens commentaient dessus ou c'était Non, autre chose? je leur envoyais des fichiers Word. Et après, alors je suis un peu une passionnée des fichiers Excel pour organiser tout ce que je fais en matière d'écriture, donc mon plan, mes fiches de personnages, tout ça. Et du coup, j'avais fait un fichier, ça devait être un Google Doc, mais en tout cas un tableur, quoi, où j'avais répertorié tous les commentaires de tous mes bêta lecteurs. Je ne sais plus combien de milliers de lignes il y avait, mais ça me permettait d'avoir, donc j'avais un onglet par personne sur tous les chapitres, comme ça je pouvais, par exemple, si je travaillais sur le chapitre 15, bah, je filtrais les commentaires de tout le monde pour le chapitre 15 et j'allais regarder ce qu'ils m'avaient tous dit et ça me permettait de traiter tous les problèmes ensemble. Excellent. Et tu disais que 8, c'était peut-être un peu trop. Du coup, c'est quoi le chiffre idéal pour toi si tu dois le refaire pour les prochains? Peut-être 5. Je pense que 5, c'est bien. Ça permet d'avoir pas mal de diversité quand même. Mais typiquement, la recopier à la main, copier-coller tous les commentaires de tous mes bêta lecteurs, enfin, à la limite, c'était un peu long. Mais ça en valait la peine. Donc. C'est ça, ouais, tout à fait. Ok, merci pour ce partage. Alors, tu parlais aussi d'avoir reçu une critique négative. Ça, c'est aussi, je pense, quelque chose que tout auteur ou même personne doit vivre ou vivra un jour dans sa vie. Quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui reçoit une critique négative? Après, bon, il y a critique négative gratuite et il y a critique Oui, négative bien constructive, sûr. c'est deux choses différentes. Mais voilà, peut-être comment toi tu l'as vécu au départ et puis comment tu es passé au-dessus. Moi, j'étais bien sûr effondrée la première fois que je l'ai lu, notamment parce que, bon, alors c'était exprimé très gentiment, comme je l'ai dit, hein, mais ça tapait un peu là où ça faisait mal, ça mettait en lumière des points sur lesquels j'étais effectivement pas très sûre de moi dans ce roman-là. Donc, ça m'avait un peu affectée.
j'en avais parlé à ce moment-là avec mon éditrice qui m'avait aidé à prendre du recul, à me dire non mais là, elle exagère quand même un peu. Là, bah écoute, oui, tu as fait le choix de faire différemment. Il y a plein d'autres gens qui ont aimé le choix que tu as fait. Donc voilà, voilà, elle m'avait aidé à prendre du recul sur le fait que bah, un avis, ça reste toujours quelque chose de très personnel. C'est jamais une vérité absolue. Après, voilà, j'ai eu la chance de jamais avoir de. Je pense que comme mon livre n'a pas eu une notoriété exponentielle, il n'a pas attiré beaucoup de trolls. Voilà, la plupart des personnes qui ont découvert mon livre, c'est des personnes soit qui me connaissent personnellement, soit qui m'ont découvert sur les réseaux sociaux, etc. Peu de gens ont découvert mon livre par hasard et m'ont connu après. Donc, ils étaient tous globalement bien intentionnés et j'ai pas eu de critiques particulièrement assassines. Mais c'est clair que les critiques négatives, ça peut être super difficile à encaisser. J'ai d'autres amis qui écrivent et qui ont reçu des critiques beaucoup plus pénibles que moi. Bah, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut vraiment arriver à se dire que c'est normal de ne pas plaire à tout le monde et que chaque lecteur a des attentes différentes, que bah, quelque chose qui va beaucoup plaire à quelqu'un va complètement dégoûter quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que hier, j'ai fait pas mal de stories sur enfin, je pense qu'au moment où cette vidéo sortira, ça ne sera pas du tout hier. Mais j'ai fait C'est très quelques bien. stories sur Instagram pour faire des commentaires sur les derniers livres que j'avais lus. Parce que j'avais besoin d'exprimer justement la déception que j'avais ressentie par rapport à pas mal de ces livres. Et en fait, bah, à chaque fois qu'il y a un livre qui ne me plaît pas, je vais souvent regarder les commentaires que les autres gens ont écrits dessus. Et à peu près dans la quasi-totalité des cas, tous les commentaires que je vois sur Internet sont élogieux, dithyrambiques, ravis, enchantés, etc. Donc, ça m'aide vraiment à mettre en perspective le fait que quelque chose, c'est pas parce que quelque chose ne me plaît pas à moi que c'est pas un bon livre. Ou en tout cas, je sais pas si on peut dire qu'un livre est bon ou pas bon, mais de toute façon, même des livres que moi je trouve nuls plaisent énormément à plein d'autres gens. Donc, la qualité d'un livre, c'est quelque chose qui est jamais objectif. Et voilà. C'est quelque chose de très personnel, comme tu disais, Exactement. effectivement, avec Puis cette... parfois, il y a des histoires qu'on n'aime pas parce que on les a lues un jour où ça nous a évoqué quelque chose qu'on avait vécu la veille ou euh, des livres que j'ai lus il y a 10 ans que j'ai adorés. Je pense que si je les découvrais aujourd'hui, ils me plairaient beaucoup moins. Donc voilà, ça dépend de plein de facteurs. Euh, et l'auteur ne peut pas les maîtriser. Donc il faut Ouais, apprendre c'est ça. à lâcher prise à ce niveau-là. C'est des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Et donc, Exactement. il y a vraiment cette prise de recul. Donc, bon, on reçoit la critique, Ouais. on prend du recul, on relativise par rapport à ça. Puis moi, Mm. j'aime bien dire, enfin, en tout cas, moi, ça m'aide, c'est de me poser la question, est-ce que j'ai fait de mon mieux? Oui, Si oui, ben, c'est OK, je passe à c'est autre ça. chose parce que de toute façon, encore une fois, effectivement, tu peux pas plaire à tout le monde de un, et en Mm. plus de ça, ben, comment dire, peut-être que c'était juste pas le livre que la personne devait lire à ce moment-là, Exactement. ou que c'est tout simplement pas un livre pour elle. Ça Pas existe son aussi. genre littéraire. Par exemple, là j'ai lu des livres qui m'ont pas énormément plu parce qu'ils ont une tonalité un peu trop jeunesse ou young adult pour moi, mais c'est juste que c'est pas le genre littéraire que j'aime bien. Enfin voilà, Mais il y a une différence quand même que je voudrais faire par rapport à quand on reçoit les retours de ces bêta lecteurs. Je pense que typiquement, moi, ça m'affecte beaucoup plus des retours de bêta lecteurs qui pointent des choses qui vont pas dans mon texte parce que bah, forcément, je suis en plein dedans et du coup, l'écriture est toute fraîche et en plus, je vois la montagne de travail qui me reste à faire. Alors que, bah, mine de rien, en fait, écrire un livre et le publier, ça prend énormément de temps. Du coup, le moment où le livre sort et où on commence à avoir les premières critiques, bah, souvent, on l'a terminé depuis des mois et on est passé à autre chose et on est en train d'écrire autre chose. Et donc, il y a une sorte de distance qui, je pense, rend les choses plus faciles à encaisser. Parce que déjà, on se dit, bah, tant pis, il est sorti, maintenant, je ne vais pas le changer. Contrairement à quand les bêta-lecteurs font des grands tours et qu'on se dit, il va falloir le changer. Euh, Ouais, c'est vrai. et,
Voilà. Et en plus, voilà, on est déjà un petit peu passé à autre chose. Donc, je trouve que ça aussi, ça aide à se dire, bon, bah, ok, ils ont peut-être pas ils ont peut-être pas apprécié telle chose. Et bah, c'est quelque chose que je vais essayer de. Si on sent que la critique est justifiée, parce que voilà, bon, il y a le côté, la critique, elle est personnelle, etc. Mais bah, comme je disais, parfois, la critique, elle touche quelque chose qu'on ressent aussi soi-même et une faiblesse qu'on avait identifiée. Du coup, bah, on se dit, ok, bah, je ferai mieux la prochaine fois sur ce point-là. Je vais travailler sur la structure, sur la construction des personnages, sur mon antagoniste. Et la prochaine fois, ce sera mieux. Yes. Donc le tout, c'est d'utiliser ces critiques et de construire, d'améliorer Mm. l'après, en fait. Voilà, c'est Et, si on ressent qu'il y a des choses qui peuvent nous aider à nous améliorer, bah, on les intègre. Et puis le reste, tant pis. et puis, il y a des faiblesses qu'on ne veut pas voir aussi, où on se disait, ah ouais, Aussi. en fait, je le savais, mais je n'avais pas trop envie de le pointer. Du coup, quand quelqu'un d'autre de l'extérieur pointe dessus, bah, effectivement, Mm. ça nous laisse un petit peu, parce que Mm. ça nous oblige un petit peu à. Enfin, ça nous oblige, on n'est jamais obligé de rien, comme tu disais, mais en tout cas, on y repense et du coup. Et une chose aussi, je pense, par rapport à la critique, et je veux bien ton avis là-dessus, c'est comme on écrit, c'est un peu notre bébé, tu vois, et donc c'est un peu, Ouais, on critique ton bébé, du coup, c'est parfois compliqué à bien sûr. gérer. Et... Bah, bien sûr, c'est difficile de faire la part des choses entre quelqu'un critique mon livre et quelqu'un me critique moi, parce qu'on met tellement de soi dans son livre, alors sans forcément que ce soit autobiographique, mais on met des choses très personnelles, des émotions, des souvenirs, des valeurs, des passions. Et bah, forcément, si c'est mal accueilli derrière, ça nous touche, c'est normal. Excellent. Je vais couper mon micro. Euh, une dernière question par rapport à justement, on va plus s'axer sur la vente puisque l'événement c'est comment vendre plus de livres. Mhm. Donc j'ai eu l'occasion de lire un des articles dans lequel, enfin que tu as publié, dans lequel tu parles de ta relation avec ton éditeur. Pour ton premier roman et le fait que l'auteur doit malgré tout communiquer sur son Oui. livre et être on va dire, l'ambassadeur de son livre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et en quoi c'est important, même si on passe par une maison d'édition, et d'autant plus quand on Mhm. est auto-édité, pourquoi c'est important de soi-même porter le livre? Bah alors, effectivement, donc moi, mon premier roman, il a été publié par une toute petite maison d'édition qui s'appelle Sylphe Rouge et dont c'était la première publication en fait. Donc voilà, tout le monde débutait dans cette aventure. Et donc moi, j'étais pas connue, eux, ils étaient pas connus, donc il fallait faire le maximum d'efforts pour que le livre touche une audience au-delà de juste ma famille et mes amis. Et bah, pourquoi c'est important? Bah, c'est important si on veut faire plus de ventes et gagner plus d'argent, hein, parce que c'est quand même un peu un des objectifs qu'on poursuit quand on publie son livre. Mais c'est aussi important, moi je me dis, pour euh, faire en sorte que le livre puisse trouver les lecteurs à qui il va plaire. En fait, alors il y a une réaction qu'on a souvent quand on débute dans ces processus-là, c'est là là, j'aime pas me vendre. C'est terrible parce que la vente c'est mal et gagner de l'argent aussi. Mais en fait, moi j'ai appris à voir ça comme déjà, je ne me vends pas moi, je vends mon livre. Et mon livre, donc, il ne va pas plaire à tout le monde, mais il peut plaire à sans doute tout un tas de gens, à tout un tas de gens qui me ressemblent, qui aiment les mêmes choses que moi, qui aiment la fantasy, qui aiment les aventures, etc. Sauf que ces gens n'ont aucun moyen de savoir que mon livre existe. Parce que alors, quand il y a une maison d'édition qui a des gros moyens de promotion, ça aide, le livre il va être en librairie, il va être un peu mis en avant dans des salons, etc. Mais la production de livres aujourd'hui, elle est tellement immense que bah, on est tous noyés, on est tous des gouttes d'eau dans l'océan. Et donc, l'état d'esprit que j'ai essayé d'avoir, c'est je vais aider les personnes qui pourraient aimer mon livre à savoir qu'il existe et du coup à passer un bon moment en le lisant parce que ça correspond à quelque chose qu'ils cherchaient. Yes, donc c'est vraiment cette envie de d'amener ce livre qui peut, entre guillemets, impacter positivement la vie de quelqu'un, puisqu'au Ouais. final, quand tu passes un bon moment avec un livre, bah, ça impacte positivement la vie de quelqu'un. Et du coup, c'est d'aider
les gens qui ont ce besoin de connaître ton livre. C'est ça, c'est vraiment arriver à identifier ceux qui... Donc l'idée, c'est vraiment pas de matraquer les gens en disant achetez mon livre, il est super, puisque qu'est-ce qu'ils en savent qu'il est super, il n'y a que toi qui le dis. Mais c'est arriver à identifier ce qui, dans son livre, pourra plaire à telle ou telle personne. Par exemple, moi, je vais dire que j'aime bien dire que mon livre, c'est un mélange de Disney et d'une Trône de Fer. Parce que c'est de la fantasy, donc je veux dire que c'est dans un univers inspiré de la Renaissance. C'est des gens qui aiment bien les univers de la Renaissance. C'est un mélange avec du Disney parce que ça se termine bien, mes héros sont gentils. Et du coup, je vais mettre en avant que mon héros, c'est un petit garçon qui est tout gentil, tout mignon, et que du coup, si les gens cherchent des histoires qui sont pas forcément sombres et torturées et cyniques, ça peut être quelque chose d'un peu d'agréable que de changer un peu d'ambiance. Je vais aussi mettre en avant les commentaires qu'ont fait les lecteurs qui ont bien aimé mon livre, parce que c'est eux qui expriment le mieux ce que eux ont apprécié dedans, et qui du coup, si quelqu'un lit ce commentaire et se dit ah bah ouais, ça correspond vachement à ce que moi j'aimerais bien trouver dans un livre, ça leur donnera plus envie que juste moi qui dis regardez mon livre, il est super. C'est ça, ouais. Donc, en marketing, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. C'est vraiment le fait, effectivement, que la parole de la personne qui vend le produit, Oui. entre guillemets, vaut moins aux yeux du client que la parole Ouais. de quelqu'un qui va en parler, quoi. Ouais. À la fois, c'est donc du coup la parole des autres lecteurs vaut plus, et puis elle est plus précise aussi, parce que parfois, ce qui est assez intéressant dans ce processus, c'est qu'on se rend compte que les lecteurs vont apprécier un aspect du livre qu'on n'avait pas forcément, nous, tellement pensé à mettre en avant. Par exemple, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a un aspect de mon livre sur lequel j'étais un petit peu complexée, qui est sa structure, qui est que après, enfin, j'espère que je ne vais pas trop spoiler les gens en disant ça, mais qu'après, en gros, le climax, il y a toute une quatrième partie de dénouement qui est assez longue, qui n'est pas du tout le dénouement en un demi-chapitre et un épilogue qu'on peut voir souvent. Et il y a certaines personnes à qui que ça a pu déranger. Et moi, j'étais hyper gênée par rapport à ça, parce qu'à la fois, c'était un choix, mais en même temps, c'était aussi un peu un reliquat. C'était à la fois un choix et puis pas vraiment un choix. Genre, j'aimais bien que ce soit comme ça, mais en même temps, euh, en fait, je savais que s'il avait fallu changer ça, il aurait fallu repenser toute la structure du livre. Et C'est ça, ouais. vraiment, Donc, c'est trop t'étais de un petit travail. peu bloqué, entre guillemets, et en Et même en temps, tu fait, t'es il dit... y a plein de gens qui m'ont dit ah, mais moi j'ai trouvé ça trop cool qu'on ait un dénouement très long, qu'on puisse vraiment apprécier les conséquences de ce qui s'était passé et continuer à se passer du temps avec les personnages. J'étais là, d'accord, c'est cool, tant mieux. Et en fait, voilà, ces personnes ont mis ça en avant, et ça a attiré l'attention d'autres lecteurs qui se sont dit ah, ça a l'air sympa, et du coup, je vais aller jeter un œil. C'est ça, ouais. Donc, il y a des personnes qui ont aimé, et du coup, ça, le fait que quelqu'un pointe un truc que toi, en tant Ouais. qu'auteur, t'as pas spécialement eu en tête, Mm -mm. ou que c'était peut-être tellement naturel pour toi de le mettre, Ouais, ça permet de ressortir ces choses-là. Donc, effectivement, complètement. le lecteur parle parfois ou souvent mieux du livre Ouais, que l'auteur. et je trouve que ce genre d'expérience, ça aide beaucoup à lâcher prise sur le perfectionnisme qu'on peut ressentir quand on écrit, et qu'on arrive à la fin des corrections et qu'on est tout le temps en train de se dire, écoutez, encore corriger ceci, corriger cela. Mais en fait, on peut. Moi, j'aime bien dire, je vais faire partie de ces personnes qui disent, moi, j'aime bien dire une chose, c'est qu'on ne peut pas choisir à la place du lecteur s'il va aimer notre livre ou pas. Et que en fait, parfois les lecteurs ils vont pas du tout faire gaffe à des trucs sur lesquels nous on était hyper complexés, ou ça va complètement leur passer au-dessus de la tête, ils vont pas remarquer, ou ça va pas du tout les déranger. Et au contraire, un truc auquel on n'avait pas fait attention va beaucoup leur plaire, ou beaucoup plus les déranger. Et ça, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on ne contrôlera jamais. Et donc, de savoir ça, ça aide beaucoup, je trouve, à lâcher prise à la fin en se disant, bon, voilà, comme tu disais, je fais de mon mieux, je ne veux pas non plus y passer 10 ans de plus pour corriger des virgules. Euh, voilà, après, à un moment, il faut que le livre vive sa vie et qu'il échappe un peu à son auteur. Et que, ouais. On lâche prise sur le bébé, quoi. Ouais. Très bien.
Ado partir de la maison. On laisse son ado partir de la maison. C'est une très belle analogie. Euh, Génial. Ben, écoute, je te propose de clôturer cette interview. Avant de terminer, tu as un cadeau, puisque tu Oui. participes à cet événement Vendre plus de livres, et tu as préparé une surprise pour les participants et participantes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, tout à fait. Alors du coup, c'est mon cadeau. C'est une mini-formation qui s'appelle Trouver la bonne idée d'histoire. Parce que souvent, même quand on écrit depuis longtemps, on peut se retrouver un peu bloqué quand on veut se lancer dans l'écriture. On voudrait écrire, mais on ne sait pas trop sur quoi, on ne sait pas comment choisir les bonnes idées. Et du coup, voilà, j'ai créé cette mini-formation avec des exercices pour aider sur 3 aspects. Déjà, se débarrasser des pensées limitantes de type je ne peux pas écrire, je ne suis pas légitime, je ne suis pas un écrivain, blablabla, ça, je ne suis pas original, on s'en fiche. Donc voilà, déjà arriver à faire la paix avec ces pensées-là. Ensuite, deuxième chose, c'est d'arriver à développer sa créativité, à générer plein d'idées sans les juger, sans les censurer au départ. Et troisièmement, arriver à faire un peu le filtre, faire le tri entre toutes ces propositions pour identifier parmi toutes ces idées qui me mettent des paillettes dans mes yeux, lesquelles ont vraiment le potentiel de devenir une bonne histoire. Et donc cette petite formation, c'est un avant-goût d'un programme de formation plus large que je suis en train de préparer et qui va être lancé très prochainement et qui sera tourné autour de la création de l'histoire. Donc c'est sûr qu'avant de se demander comment on crée une histoire, c'est pas mal d'avoir déjà trouvé une idée. Donc c'est pour ça que je tenais à proposer ce petit aperçu. Excellent. Donc, si ça t'intéresse, si ça te parle, si tu as apprécié aussi l'univers d'Astrid aujourd'hui, eh bien, je t'invite à découvrir et à télécharger ce cadeau en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et voilà, et comme ça, tu pourras vraiment mettre en pratique et trouver une idée de livre, dépasser certaines croyances peut-être que tu as et qu'on a toutes et tous à un moment donné ou à un autre dans les moments de doute. Et je pense que ça fait partie aussi pleinement de l'humain avec un grand H, c'est d'accepter de se remettre en question et d'accepter qu'on n'est pas parfait aussi. Ouais. Est-ce que tu veux peut-être clôturer voilà, qu'est-ce que tu auras envie de partager pour terminer cette interview? Moi, j'aime bien poser la question, c'est qu'est-ce que tu auras envie de dire à quelqu'un qui hésite encore aujourd'hui à sortir ce livre qu'il a au fond de lui? Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut se faire plaisir, que c'est trop dommage de, de garder toutes ces choses en soi alors qu'on pourrait leur donner vie. C'est sûr qu'écrire un livre, ça demande beaucoup d'efforts, mais honnêtement, quand on arrive au bout du travail et quand on voit son manuscrit, qu'on se dit waouh, c'est moi qui ai fait ça, on a un sentiment de fierté qui est extraordinaire et qui vaut vraiment le coup. Eh bien, écoute, je te remercie. Si tu souhaites rajouter quelque chose, tu peux. Sinon, on clôture ici avec grand plaisir. Non, je te remercie beaucoup pour cette interview. Je suis ravie d'y avoir participé. Moi de même, eh bien, toi qui regardes cette interview, je te propose de continuer l'aventure et l'événement Vendre plus de livres qui se déroule, qui est organisé et co-organisé à 4 avec Ethan, Séverin, Dimitri et moi-même. Toutes nos coordonnées sont également dans la description si ça fait sens pour toi. Merci beaucoup Astrid. Merci à Je toi. te souhaite plein de succès pour tes nouveaux romans, pour cette belle formation. Puis Merci. on reste connecté. Ça marche. Ciao. Salut.